Je suis très heureux d'être dans ce haut lieu de la poésie, où tant d'amis poètes sont déjà passés, et dans le cadre de la pop philosophie. Alors j'essaierai de vous parler clairement de la confusion. De la confusion, ce qui est déjà évidemment un premier paradoxe. Alors je dois d'abord vous avouer quelque chose, je suis vraiment très confus, parce que j'ai perdu le texte que j'avais commencé à écrire sur la confusion. Et le carnet rose qui le contenait est tombé de ma poche extérieure de mon veston dans le tram 4 samedi dernier. Évidemment, quelle manie stupide de le sortir, le carnet rose, à tout bout de champ, pour y écrire la moindre phrase, le fragment d'un développement ou parfois aussi un état d'âme. Bref, voilà, le texte est perdu, j'en suis confus, mais je ne vais pas me confondre plus longtemps en excuse devant vous. Au fond, c'était dans l'ordre de la confusion. La confusion serait-elle un état psychique et mental de l'être? Une pratique peut-être involontaire, mais assez constante pour moi, depuis mon enfance. Je peux aussi avoir des idées claires et me répéter les alexandrins de Boileau dans son art poétique, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Mais aussitôt un doute surgit. C'est quoi concevoir? Et plus encore concevoir bien? Et pourquoi les mots arrivent-ils pour exprimer la pensée d'une manière aisée et somme toute adéquate? Quelle confiance quand même dans le concept et quelle confiance dans le langage. Autre chose, comment parler de la confusion sans être confus? À défaut de quoi la confusion risque d'être dissoute dans la clarté de l'exposé. Si vous voulez, c'est comme l'amour dans le discours sur l'amour, ou la mort dans le discours sur la mort. Me voilà donc autrement, mais toujours confus, de parler devant vous de la confusion. Confus aussi du titre prétentieux que j'ai donné à cet exposé. Vous vous rendez compte? Phénoménologie de la confusion. Évidemment, il y a un bémol, j'ai mis approche phénoménologique de la confusion. Mais à la réflexion, cette emphase est peut-être le péché mignon ou haïssable des philosophes. La surcharge conceptuelle et langagière. Le symptôme alors d'une inflation du sujet et d'un certain manque de modestie ou d'humour. Et c'est bien là le premier sens du mot confusion, dixit le petit Robert. Je cite, « La confusion est un trouble qui résulte de la honte, de l'humiliation, mais aussi d'un excès de pudeur ou de modestie. » Dans mon cas, je vous dis tout de suite, c'est une fausse modestie. Autre sens, toujours selon le petit Robert. État de ce qui est confus, désordre alors et trouble, situation confuse, désorganisation. Ah, on avance dans la confusion tout doucement. Poursuivons. Manque de clarté dans ce qui touche les opérations de l'esprit, confusion des idées, désordre, mais aussi indécision, obscurité. Ah voilà, ça c'est pas mal. Indécision. Voilà qui connote déjà autrement la confusion. Confusion, indécision. Pas mal. Je dois choisir, je vois pas clair. Je suis dans l'incertitude. Confusion, indécision, incertitude. Choix d'une carrière pour ma fille qui a 18 ans et qui hésite entre être, c'est très différent, psychologue ou chocolatière. Elle s'interroge et moi avec elle. Choix politique. Est-ce qu'il faut voter social-démocrate ou s'abstenir? C'est un choix, évidemment, que beaucoup de gens peuvent se poser la question aujourd'hui, bien entendu. Choix sexuel. Désirer telle femme et telle autre. Être bigame, polygame.
compagnon adultère ou fidèle fantasmateur. Mais ne voilà-t-il pas que la confusion des idées et la confusion sentimentale interfèrent, ce qui va évidemment compliquer les choses. Petit Robert, psychologie, confusion mentale, état mental pathologique, et un peu plus loin, désordre existentiel, action de confondre entre elles deux personnes, deux choses, confusion des noms, des idées, des dates, des personnes. Exemple, si vous me permettez, autobiographique, ce sont les meilleurs. J'ai aimé une femme qui ressemblait à Catherine Deneuve, à part ses cheveux bruns. Une autre qui ressemblait à Marilyn Monroe, si ce n'est que le visage était un peu plus ingrat. Une sœur dont je devins vite l'amant de sa sœur, a l'impression de faire l'amour avec la même, qui est une autre et qui ressemble à la même. C'est quand même des états de confusion, de caractéristiques. Désirer une femme à cause de son prénom, du nom de sa rue, de ses dents très blanches, de sa voix, de sa température, des pieds froids. Donc, une figure qui n'était pas le visage au sens de Lévinas. Confusion. On croit que c'est un visage d'une figure. C'est pas la même chose. Qui est l'autre que j'aime et que je désire? Qui suis-je pour vivre ainsi dans un certain égarement? Ah voilà, reprenons. Donc, indécision, qu'est-ce que j'avais encore raconté? Incertitude, et maintenant on progresse, égarement. Et si l'identité était indéterminée, nébuleuse, obscure, immense est le mot obscurité, dit Edmond Jabès. Et encore, dans le mot évidence, il y a le mot vide. Petite confidence philosophique. Depuis que j'ai lu chez Edmond Jabès, dans le mot évidence, il y a le mot vide, eh bien, il n'y a plus rien d'évident pour moi. Plus rien du tout. D'où évidemment un certain état, un glissement vers la confusion, vous comprendrez. Je l'avoue volontiers, je cultive l'incertitude. Je préfère les questions-réponses qui deviennent très vite, pour moi, de nouvelles questions. C'est un Jabès, encore un très beau mot, c'est un poète extraordinaire. On construit un socle de marbre pour la réponse, et pour la question, il n'y a qu'un socle de sable. Pas mal, pas mal. Donc, pour faire un peu le vaniteux, je déterritorialise presque tous les jours, pour faire mon petit Deleuze, de plus en plus, avec l'âge, je suis très très loin du fameux « connais-toi toi-même » socratique. Tout à coup, je prends conscience, confusément bien sûr, rassurez-vous, que mon objet, la confusion, n'est pas du même ordre que les objets du quotidien qui retiennent la pop philosophie. Pourtant, la confusion fait partie de mon ordinaire, et peut-être de votre ordinaire à vous, que sais-je. Elle est moins elle est évidemment incompréhensible, elle me met dans un état un peu errant, un peu vacillant, qui s'exprime souvent par une maladresse. Tiens, confusion, maladresse. Comme si le corps, ici, prenait le relais de la pensée confuse. Il y a deux mots que je n'aime pas du tout. C'est un euphémisme. C'est le mot vérité et le mot pureté. Je vais essayer de m'en expliquer. La tradition philosophique de Platon à Descartes, les idées claires et distinctes, sans doute aussi jusqu'à Hegel, l'homologie du réel et du rationnel, est du côté de la vérité, du primat de la raison sur les perceptions, sur les sentiments, sur l'imaginaire, sur le corps. À quelques exceptions, dont Spinoza bien sûr, la doxa est mal vue. Elle est l'erreur, le préjugé, l'illusion, l'apparence trompeuse. Nietzsche revalorisera l'apparence, le renversement de toutes les valeurs, et plus tard Deleuze. L'apparence résiste au concept, ou plutôt ouvre le concept à l'événement au dehors, en prenant le risque de la confusion inhérente peut-être à la contingence. Ça, je demanderai un plus long développement. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre la confusion et la contingence? L'autre mot
qui m'horripile, enfin disons-le clairement, c'est le mot pureté. La confusion, elle est impure, elle est métissée, elle est, comme on dit en bruxellois, c'est un beau mot, elle fait brôle. Même si on ne connaît pas le bruxellois, on comprend ça veut dire brôle. Le pur, lui, eh bien, c'est l'homme de l'identité, ou de la communauté fermée. Il rejette l'impur, le mélange d'identité, de genre, de race. Sa vérité, à l'homme pur, elle est claire comme les cheveux blonds et de blé, de l'arien. Voilà. L'erreur, ou plutôt le péché, le diable, c'est le mélanger, le sans guide suprême, le sans Dieu. Enfant juif caché, orphelin de père génocidé, j'ai connu la confusion d'identité. En effet, j'ai dû m'appeler Jackie tout court. Je raconte cette anecdote, pour moi significative, au-delà de mon cas personnel. On m'a dit, ne dis pas ton nom. Ça cher, ça n'est pas très à rien. Ne dis pas ça. Quand tu t'interroges, j'avais 4 ans, tu dis, je m'appelle Jackie tout court. Jackie, c'est mon prénom. Et donc les gens croyaient que je m'appelais Jackie tout court. Quant à ma mère, elle avait une fausse carte d'identité que le maire de la ville où on était caché de la résistance lui a fournie, et elle s'appelait Louise le chien, luxembourgeoise, ce qui permettait de comprendre le léger accent qu'elle avait, elle était luxembourgeoise. Donc l'enfance a été vécue sous le signe des fausses identités, et donc d'une certaine confusion. Après, l'identité, c'est toujours pour moi trouble, à tout jamais étrangère. Et plus tard, je lis de nouveau dans le dernier livre d'Edmond Jabès, Un étranger avec sous le bras un livre de petit format, ceci, L'étrange je, avec un trait d'union, l'étrange je. L'étrange je a une identité confuse. Il est à la fois dans l'appartenance et dans la non-appartenance. Il est évidemment, il appartient à une tradition, à une histoire, à une famille, une généalogie, à tout ce qu'on veut, une famille politique, et en même temps la non-appartenance. Donc cet étrange jeu ne coïncide pas toujours, et même rarement, avec un je ou avec un nous. C'est ainsi que Jabès, qui évidemment ne l'a jamais caché sur l'identité juive, enfin, il est profondément ancré dans ses livres, si on disait, si on le ramenait à cette identité-là, il ne pouvait que dire il y en a d'autres, il y a des identités, et donc à développer non-appartenance. C'est ce mouvement de va-et-vient entre l'appartenance et la non-appartenance. Mon ami Rachel Siski a un beau mot, elle dit une désappartenance. Il y a quelque chose de cela. Donc, l'étrange jeu a alors, comme recours, parfois, chez des philosophes, des écrivains, des artistes, pour sortir de la confusion, ou plutôt, on s'en débarrasse assez vite, de la déplacer, l'écriture. Dès que j'ai commencé à écrire, j'ai déplacé ma confusion dans mes livres. Prose, poésie, essais philosophiques ou de théâtre. Dans le titre d'un recueil de poésie, en 1998, La confusion des visages. Et dès les premières phrases, je m'en suis rendu compte en préparant ce texte, de mon dernier recueil, C'est le sujet, 2013, les lieux sont effacés dans la confusion générale. Bientôt, toi aussi, tu seras le sujet de l'oubli. L'identité recréée, c'est ce que Marguerite Duras appelle l'écriture courante. Dans L'amant, sa mère est devenue pour elle écriture courante. La musique d'une écriture, comme Stein dans Détruire dit-elle, c'est la musique sous le nom de Stein. Ou encore les noms matriculaires, LOL, VS, MDGD pour Lola Valérie Stein, Marguerite Duras, Gérard Depardieu. Devenus des personnages d'un roman,
tous participent de ce que Duras appelle la destruction capitale, qui est la passion littéraire et peut-être la passion tout court. Évidemment, je vais vous le dire, la passion littéraire, la passion tout court, on est en plein dans la confusion. Lorsqu'on est dans cette passion-là, je parle d'amour, je parle de la passion amoureuse, c'est un peu pas la même chose. Bon, chez Beckett, par exemple, la confusion, elle est généralisée. Les personnages, je ne sais pas qui c'est, Molloy devient Morand, l'innommable commence, c'est magnifique l'innommable. Quand maintenant, qui maintenant, où maintenant, on ne sait pas quoi, la psychologie n'est plus là, le récit n'est plus là, les personnages ne sont plus là, mais quelle joie, ça va avancer, ça va continuer, on va avancer. Donc si on est au niveau de l'énoncé, du thème, comme c'est triste, mais au niveau de la parole, de la joie, de la jubilation de Oh les beaux jours, c'est évidemment la grande joie de la confusion. Et là, c'est évidemment le niveau artistique. Et écrire pour moi et pour quelques écrivains qui sont mes pères et mes frères d'écriture, c'est sortir d'une confusion pour une configuration du réel et du langage. C'est trouver un séjour toujours fragile, une évidence opaque. Je suis assez fier de ce mot. Excusez-moi. Évidence opaque. Chacun a c'est mon petit concept. Évidemment, c'est purement un oxymore, évidence opaque, comme Cyril Desclères. Et parfois, laissons la conscience de côté, on a le sentiment, tiens, c'est évident. Telle peinture, tel sentiment, tel livre, tel film, sans savoir exactement pourquoi on pense que c'est évident. C'est ce que j'appelle l'évidence opaque. Ici, un témoignage récent, celui de Patrick Modiano, dans un récent interview au journal Le Monde. Modiano dit « On est toujours assez aveugle sur ce qu'on écrit. On a toujours une vision confuse de ses propres livres parce qu'on est trop proche. » Oui. C'est pourquoi, pour mes livres, comme pour ceux des autres, je me méfie de la lecture rétrospective. Peut-être pas intéressante, hein, quand Nietzsche écrit Jomo et qu'il reparcourt tous ses livres, c'est intéressant, mais c'est faux en même temps. Parce que quand il a écrit l'enfant de la tragédie, il ne se connaissait pas la suite, finalement. La Garde des Michards, toutes les anthologies, c'est complètement faux. Nous sommes évidemment en aval, on comprend mieux que l'auteur, on est plus malin que lui. Lui ne le savait pas, c'était confus au départ. Mais nous, pour nous, c'est clair. Donc, le lecteur, après coup, connaît le livre par sa genèse, mais pas sa genèse, mais pas les hésitations, les repentirs, l'œuvre in progress, ça il ne connaît pas. Il est en aval, dans la clarté du commentaire, il en sait plus que l'auteur, désœuvré de son livre, selon Maurice Blanchot. Évidemment, Maurice Blanchot, dans l'espace littéraire, expliquera le désœuvrement d'un auteur qui n'est plus maître de son livre et qui est désœuvré pour être jeté vers un autre livre peut-être. Il n'est pas le maître du sens. Le lecteur, oui, il peut s'imaginer qu'il l'est. Il peut aussi s'imaginer qu'il ne l'est pas, mais enfin il peut. C'est donc le malentendu de beaucoup de professeurs, de beaucoup de critiques, pas tous, mais de beaucoup, de littérature, de l'auteur lui-même, s'il devient son propre commentateur à la radio, à la TV, je ne sais pas, à l'interview. Dans l'orgueilleux mot commentaire, dit encore Jabès, il y a le mot taire, qui devrait faire taire le commentaire. Jules Huret, vous ne connaissez pas, c'est le monsieur Chancel de l'époque. Jules Huret arrive chez Mallarmé, il lui dit « Ah, vous êtes le maître de l'école symboliste, alors de quoi parlez-vous ?» On n'a jamais l'étiquette, mais l'école symboliste. Et puis, Jules Huret va partir, et il dit « Au revoir, maître, au revoir. Ah, je dois quand même vous dire une chose, j'abomine tout ce qui est enseignement appliqué à la littérature. » Étrange, hein. Tous les professeurs de littérature, ils sont en grève, c'est fichu, puisqu'il y aurait un antagonisme. Bon, c'est une parole très radicale, évidemment. Petite parenthèse, j'ai rencontré jadis et naguère un auteur, Roger Laporte, peut-être que certains d'entre vous, non, Roger Laporte, qui a écrit un livre sur Maurice Blanchot. Et quand il est venu, je l'avais invité à Bruxelles, il m'a dit « Jacques, promettez-moi quelque chose. » Je dis « Quoi qu'est-ce que je peux faire ?» Il dit « Écoutez, vous n'allez quand même pas faire passer un examen sur Maurice Blanchot. » Donc c'est ce que j'appelle la religion littéraire. Je
je vais un peu en retrait par rapport à ce que Mallarmé déclare. Et je dis, mais vous, Roger Laporte, qu'est-ce que vous enseignez dans votre classe terminale? Jamais les philosophes qui m'intéressent. Ça, je les réserve pour l'écriture. Mais en même temps, il privait ses élèves, ses étudiants, d'un message qu'il aurait pu faire passer. D'où le paradoxe. Comment arriver, je m'égare un peu, à un enseignement qui soit un enseignement contagieux? Comment faire passer la contagion? Ça veut dire comment faire perdre le sens aux gens. Enfin, comment les rendre malades de littérature et de philosophie. Donc un professeur qui rend ses élèves malades, ça peut être un bon signe, ça peut être catastrophique aussi. Mais pour ceux qui font de la maladie quelque chose, je m'égare, je ferme la parenthèse. Revenons à nos moutons, c'est à la confusion. Pour Mallarmé, l'enseignement est toujours réducteur, car extérieur, en surplomb, dans la position du savoir et de la maîtrise. Pas de métalangage. Le poème, le roman, car toujours une certaine opacité, il ne se laisse jamais entièrement éclairer. Que dit d'autre Roland Barthes, qui par parenthèse est le vrai promoteur de la pop philosophie, avant d'eux c'est un mythologiste, c'est déjà de la pop philosophie. Que dit Roland Barthes dans Leçon, la fameuse leçon qu'il a donnée au Collège de France en 1977, magnifique petit livre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit d'abord qu'il est un sémiologue dévoyé, c'est culotté. Il occupe la chaire de sémiologie et il dit qu'il est un sémiologue dévoyé. Et puis il nous explique que pour lui la littérature est la résistance, enfin disons une certaine littérature, est la résistance contre ce qu'il appelle la parole assertorique et grégaire. Une parole qui affirme, qui est légèrement dogmatique, et grégaire qui rassemble tout le monde dans un sens commun, tout le monde est d'accord. Alors il explique ça en long et en large. Et alors sa méthode à lui, eh bien, c'est la méthode de l'énonciation, qui soulève l'énoncé. Et donc, par conséquent, une force, une énergie, une atopie, c'est à soulever l'énoncé qui n'est pas rien, mais qui est soulevé par quelque chose d'autre. Et à ce moment-là, il va proposer une méthode d'enseignement très étrange, qui est la digression et la fragmentation. C'est tout le temps des digressions. On pense à Montaigne un peu. Le récit commence, on digresse, pour que ça ne fasse pas totalité, pour briser le sens totalitaire. Et la fragmentation, par fragment, de nouveau, pour essayer de vaincre un discours qui serait une sorte de vérité, au fond. En même temps, il n'est pas dupe. Dans par lui-même, il nous dit, résidu, le fragment est encore le résidu de mon narcissisme. Donc on n'échappe pas, évidemment, même Pascal, enfin, et moi qui veux le divertissement. Enfin bon. Revenons à Barthes. Digression et fragmentation, ce qui veut dire discontinuité, rupture. Il s'agira alors de désapprendre, d'oublier, pour arriver à la saveur du gai savoir. Bon, voilà, tel est le programme de ce professeur dévoyé de sémiologie. Mais, quittons la littérature pour la philosophie. Il en va peut-être de même dans l'aventure de la pensée, la recherche, dans la suspension d'une certaine volonté cognitive. Une pratique rêveuse où un sujet, si je puis dire, à côté de ses pompes, cherche confusément, intensément, et arrive là où il pensait pas du tout arriver, dans une terra incognita. C'est ce que j'appellerais la pensée heureuse, quoique pas dépourvue d'angoisse, qui emporte là où le jeu du chercheur est devenu un autre, irréductible aussi bien à soi qu'à l'autre. Cette aventure est pour moi portée par la confusion créatrice. Mais, bien sûr, on ne peut pas l'ignorer, il y a aussi un autre type de confusion, évidemment, dans le sens commun, ce qui ne sort pas de la... qui arrive à être dévitalisante et qui peut nous rendre complètement idiots. Cette confusion existe. C'est-à-dire la confusion où nous plonge l'ignorance ou le dogmatisme, la confusion qui ne sait pas qu'elle est confusion et qui appauvrit la vie et qui se drape souvent du sérieux de la maîtrise. Confusion négative, réactive.
Et celle dont je parle positivement, si je peux dire, eh bien c'est celle qui fera surgir, comme dit Nietzsche, du chaos une étoile dansante. Cette confusion-là ne résout rien, évidemment. Mais elle fait de notre vie, peut-être, un pacte toujours renouvelé avec l'infini du sens et la joie de la métamorphose. Post-scriptum. Oui, il ne sera pas long. Pour qu'ils regardent, les post-scriptums sont plus longs que le texte. Ici, ils seront un peu courts. Post-scriptum, ça veut dire demande développement que ma paresse n'a pas pu développer. Mais voilà, les compositions. D'abord, permettez-moi d'évoquer rapidement ma mémoire confuse. Je ne me souviens pas bien de ma petite enfance. Et mon enfance même m'apparaît avec des trous de mémoire. J'essaie alors de retrouver, c'est très différent, des états d'enfance, de régression. Deleuze et Guattari parlent d'involution. Évidemment, c'est une reconstitution complètement confuse. Je voudrais revenir avant mon passé, dans ce que Pascal Quignard appelle le jadis. Ce retour est évidemment impossible. On ne revient pas avant le langage. Et il m'engage encore plus dans la confusion. Mais, brusquement, mon corps, enfin l'âge qu'a mon corps, résiste à l'utopie de la régression. Dire, écoute, quand même, l'enfance est foutue, hein. T'es quand même plus près de la fin que du commencement. Enfin, bon, regarde ton corps, enfin, et cesse de rêver. Enfin, n'entre pas dans la confusion de la régression. Et alors vient évidemment tout le problème du corps, la confusion de son propre corps. Je vous rappelle cette phrase célèbre de Spinoza dans une Scoli, « Que peut le corps ?» Et Valéry, dans L'âme et la danse, a cette remarque de sceptique. La raison, quelquefois, me semble être la faculté de notre âme de ne rien comprendre à notre corps. Pourtant, je suis certain de l'existence de mon corps. Et mon corps serait alors en même temps obscur à moi-même. Je serais à la fois un sujet et un corps étranger qui m'échappe. Certes, je peux être à l'écoute de mon corps, pas si souvent que ça, dans la souffrance, la maladie, dans la jouissance, dans l'effort physique. Mais il y a un moment donné, très souvent, où c'est comme si notre corps était là, mais on ne le sait presque pratiquement pas, on ne le connaît pas. Le corps peut être pensant, dit Nietzsche. C'est la grande raison du corps, dont on parle dans Zarathustra. Nietzsche encore, ce qui est surprenant, c'est bien plutôt le corps. On ne se lasse pas de s'émerveiller à l'idée que le corps humain est devenu possible. Que le corps humain est devenu possible. Le corps peut être revendicatif. Il nous rappelle à l'ordre. Il appelle alors tous les soins du corps. Et il fait la fortune des psychothérapeutes. Et alors le sexe là-dedans? Eh bien, le sexe dans le corps est peut-être un empire dans le corps. Ici, un livre très drôle d'Alberto Moravia, Lui et moi. Tordant ce livre. Lui, c'est lui, moi, c'est moi, et lui, c'est son sexe. Et il raconte que son sexe le mène parfois là où il ne veut pas aller. Il a beau le retenir, dire ça ne va pas, et donc il y a sans arrêt une dichotomie entre la pulsion sexuelle et le moi qui veut la freiner. Parfois c'est le moi qui gagne, parfois le sexe qui gagne, donc ils sont plus un, ils sont deux. C'est comme si son âme était dans son sexe parfois. Et donc ça brouille évidemment les pistes. Voilà encore un exemple. Et évidemment, à ce moment-là, la religion intervient, évidemment. Que fait la religion depuis Paul, le mauvais angéliste dit Nietzsche, l'inventeur du christianisme, le génial Paul? Qu'est-ce qu'il nous dit? Et que la religion elle va transfigurer le corps en vue de la résurrection. C'est le corps pneumatique. Le corps pneumatique, c'est un corps eschatologique
qui est le contraire de la chair et du corps sexué. Donc on va sortir de la confusion grâce, non pas à l'âme, mais au corps pneumatique. Et Antonin Artaud, mais il n'est pas loin de ça, plus chrétien qu'il n'y paraît, Antonin Artaud qui veut faire un nouveau corps, un corps sans organes, refaire l'anatomie. Pour ce de quoi? Pour sortir de l'organique, c'est-à-dire de la confusion. C'est-à-dire de la quoi? Sortir de là, en réinventant le corps. Donc le corps le plus intime de nous reste en partie toujours dans la confusion. Ma raison, bien sûr, peut le domestiquer, l'objectiver, le sublimer, mais pas le laisser être un corps. Mais bien sûr, le corps résiste à toutes les castrations, à toute délégation. Que dire alors du corps de l'autre, encore plus mystérieux, de l'amante, des amis, de l'étranger? Et que dire enfin, et là je vais être très bref, parce qu'il faut très long développement, que dire de l'inconscient? Ah, l'inconscient. Est-ce que l'inconscient est confus? Une question un peu idiote. Est-ce que l'inconscient est confus? Ah non, dirait Lacan. Non. Il est structuré comme un langage. Bravo. Et alors? Et l'interprétation, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que les interprétations sont contradictoires, riches en contradictions? Et donc, la multiplicité des chapelles et par conséquent des évaluations, des interprétations, des commentaires renvoie bien sûr à une opacité de l'inconscient, même s'il est éclairé à gauche, à droite, au centre, etc. Et donc, comment peut-on être certain du déchiffrement de la vérité? Il y aurait donc toujours une part de jour et une part de nuit en nous. C'est une sorte de rêve éveillé, confus comme le rêve, qui bien entendu surcharge, je veux dire, ou enlève, ou combine du réel. Je peux bien sûr interpréter les rêves avec l'aide éventuelle d'un psy. Je peux travailler par conséquent la confusion, mais je peux aussi travailler par elle. Ou les deux. Et venons-en, in fine, à la pop philosophie, qui nous rassemble ici. Question à la pop philosophie. Est-ce que la confusion dont je parle est un objet de la pop philosophie? Est-ce que on va confondre le mot pop dans la philosophie dont elle ouvre pourtant d'autres voies? Pour parler de Pascal, si la vraie philosophie se moque de la philosophie, est-ce que la pop philosophie qui nous réunit peut enfin se moquer elle-même de la pop philosophie? Oui, si elle garde son côté léger, si elle se préserve du dogmatisme de toute suite, qui est le risque de tous les philosophes, si elle ne vient pas une prétention à la vérité. Arrivé ici, je sens confusément tout cela est très confus. Et pourtant, je persévère. Je suis, c'est pas votre cas, chacun a son genre de confusion, je suis confus devant les objets techniques. C'est à cause de ma maman, figurez-vous. Je suis un peu ému, excusez-moi. Quand j'avais 5 ans, une amie de ma mère m'a fait une trottinette. Et ma mère m'a aussitôt confisqué la trottinette. C'était trop risqué. Et puis, quand je voulais mettre un clou dans un mur, on a confisqué le marteau, le clou. Ce qui fait que je suis devenu, la peur, la véritable peur de tout objet technique, confus devant les objets techniques quels qu'ils soient, comme confus devant les modes d'emploi d'un médicament, illisible pour moi. Leibniz, c'est plus clair que la posologie, etc. Confus alors, et c'est plus grave évidemment, au monde d'un cran, confus aujourd'hui, comme beaucoup d'entre nous, devant l'état du monde et devant la montée de la barbarie. Il y a de quoi être confus. Et cette confusion-là, évidemment, est tout à fait négative, elle est réactive, et elle ne peut que nous faire espérer, malgré tout ce que j'ai dit, aux lumières et à la fiction d'un monde qui n'est pas perdu,
s'il y a quand même l'usage répandu de la raison. Merci de votre attention.